Ok, on est bien en direct? C'est parti? Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier live post, post-confinement. On a 2 minutes de retard, mais on était en train de faire quelques ajustements techniques. On n'a notamment pas réussi quelque chose qu'on voulait faire en même temps sur YouTube, mais c'est pas grave, on rectifiera ça dans les jours à venir. On va évidemment souhaiter déjà toute la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis on va attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter et participer à ce Facebook Live. On va se donner 1 heure, puisque comme ça, ce sera l'occasion de réitérer de toute façon l'exercice. Donc pendant 1 heure, on va être ensemble en direct. Évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et j'y répondrai le plus précisément possible en essayant à la fois de bien regarder l'écran et en même temps de regarder les commentaires des uns des autres. Donc c'est un exercice intéressant. Je vois déjà que Brigitte nous a dit bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour à ceux qui se connectent au fur et à mesure. Voilà, on attend encore quelques instants avant de démarrer. N'hésitez pas dès maintenant à nous faire un petit coucou parce que je vois les uns et les autres qui se connectent, donc bonjour Kikou. Et puis n'hésitez pas aussi à poser dès maintenant les questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde. Comme je le disais, on se donne 1 heure jusqu'à 19h30, comme ça ça permet ensuite de vaquer aux diverses occupations. Alors vous nous excusez si le son est pas top, on a essayé de se mettre en plein air, déconfinement oblige, on est dans un jardin Bellifontain, voilà, on fait les choses au mieux, mais encore une fois, c'est les premiers ajustements techniques. Bonjour Jean-Luc qui pose une première question, bonjour à Nadia, bonjour aux uns et aux autres, bonjour Dominique, bonjour Laura qui vient de se connecter. Euh, Bon, du coup, on a laissé 2 minutes. Je pense on peut commencer. Alors, l'idée de ce premier live post-confinement, ce premier live de déconfinement, c'est de parler de plusieurs choses. Évidemment, de parler du déconfinement en soi. On va revenir sur les mesures qui ont été annoncées il y a quelques instants par le gouvernement et le Premier ministre. Et puis, évidemment, de parler de l'avenir de Fontainebleau. Donc, on va essayer de caler tout ça dans l'ordre que vous souhaitez, hein, dans l'ordre aussi de vos questions. Et on essaiera de répondre au maximum de questions. Par avance, je vous prie de bien vouloir m'excuser si on ne répond pas à l'ensemble des questions ce soir. S'il y a trop de questions, on reportera certaines questions à la semaine prochaine. Bonjour Adélie, bonjour Dorothée, bonsoir Fédon. Tout d'abord, on peut commencer par parler un peu de l'actualité la plus fraîche du moment. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas regardé les annonces qui ont été faites à l'instant, mais effectivement l'Île-de-France passe non plus en zone rouge mais en zone orange. Donc la zone orange, c'est un mix entre la zone verte et la zone rouge avec des obligations et des interdictions qui perdurent et puis d'autres qui sont de nouveau réouverts. La première chose qui différencie la zone orange de la zone rouge, c'est effectivement la question des bars et restaurants. Donc à partir de mardi prochain, à partir du 2 juin, les bars et restaurants seront autorisés à réouvrir, mais uniquement en terrasse. Uniquement en terrasse, et ça signifie qu'effectivement les clients ne pourront pas être à l'intérieur du restaurant, mais simplement sur les terrasses. Donc là-dessus, ça va signifier pour nos restaurateurs une logistique vraiment adaptée. Et puis pour nous, en tout cas moi ce que je souhaite, c'est qu'effectivement on offre la possibilité aux restaurateurs d'étendre au maximum leur terrasse pour à la fois respecter les gestes de protection, donc 1 mètre entre les différentes tables, et qu'en même temps ils puissent s'y retrouver. Parce que si vous êtes restaurateur et que vous pouvez faire déjà que les tables qui sont en terrasse, pas à l'intérieur, et qu'en plus de ça vous devez les espacer d'1 mètre, vous allez avoir beaucoup de mal à payer vos employés et vos charges à la fin du mois. Donc il faut qu'on puisse un petit peu libérer l'espace pour les terrasses, libérer l'espace sur les places. Hein, je pense aux grandes places qu'on a, que ce soit la place
Napoléon Bonaparte, la place de la République, la place Charles de Gaulle, et puis là où c'est pas possible de s'étendre sur une place, qu'on puisse effectivement s'étendre sur les commerces voisins. Ça, c'est un de mes souhaits forts, un souhait que j'ai partagé aussi avec plusieurs représentants de commerçants, et ça me paraît être la chose la plus indispensable à court terme à faire pour eux. Et bien évidemment, il faudra aussi qu'on prévoie un système d'exonération des droits de terrasse pour l'année 2020, qui sera une année très très compliquée pour le commerce à Fontainebleau, mais on y reviendra. Bonsoir Laurence. Alors je vois une question de Laura sur la question du parc des Lilas. On va en parler. Laura, si j'oublie d'en parler, n'hésitez pas à me relancer. Une question de Annick, une question d'Hélène aussi. Alors, on va commencer dans l'ordre. Commençons par parler un peu du très court terme. Donc le 2 juin, on vous a dit que ça signifiait les bars et les restaurants, ça signifie aussi la reprise du collège. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ont des collégiens, les 6e et les 5e sont concernés par la reprise du collège dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, ça signifie aussi que ces collégiens doivent pouvoir se rendre au collège en toute sécurité. Et moi, je suis favorable. J'ai vu que plusieurs villes l'avaient fait, à commencer par la ville de Montereau, à ce que pour les collégiens, on puisse également fournir un masque supplémentaire qui leur soit donné et distribué, donc pour les 6e et les 5e. Donc là-dessus, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on puisse faire dans les jours à venir pour qu'ils retournent au collège en toute sécurité. Encore une fois, Montereau l'a fait. Ce qui ne change pas au 2 juin, ce sera effectivement tout ce qui concerne les salles de spectacle, qui concerne les cinémas, tout ce qui concerne l'intérieur des bars et des restaurants. Donc tout ça, ça ne change pas au 2 juin. Les salles de sport, évidemment, qui sont beaucoup touchées, tout ça, ce sera reporté au 22 juin. Donc entre le 2 et le 22 juin, vous avez vu qu'on va être de nouveau dans une phase transitoire, qui ne sera pas la phase classique de ce qu'est la vie normale de la ville de Fontainebleau. Alors, j'ai beaucoup de questions qui concernent beaucoup la campagne municipale. Donc on va commencer par parler de ça, mais j'espère qu'on parlera également d'autres choses, de projets pour l'après-campagne municipale, parce que cette campagne municipale, je compte bien la gagner. La première des questions qui concernait la campagne, était sur la question du second tour. La question du second tour, donc effectivement, comme vous avez vu, il a été décidé par les pouvoirs publics de tenir le second tour des élections municipales le 28 juin. Le 28 juin, je pense que c'est pas une très bonne date parce que beaucoup d'électeurs n'auront pas la tête aux élections et qu'effectivement, encore une fois, hein, je le disais à l'instant, il n'y aura pas l'ensemble des commerces ou des activités ou de la vie normale qui aura repris son cours et donc les gens seront largement préoccupés. Hein. Je connais encore beaucoup de personnes, en particulier les personnes âgées, qui ne sortent pas de chez elles à l'heure actuelle et je ne suis pas sûr que d'ici au 28 juin, la situation soit réellement différente. Donc je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'avoir une participation la plus élevée possible et donc une démocratie la mieux respectée possible. Mais simplement, c'est une décision qui a été prise. Donc voilà, moi j'ai observé que mon adversaire, M. Valtou, y était très favorable. Je pense que la raison est relativement simple. Hein. L'ensemble des maires sortants de France sont assez favorables à la tenue d'élections à très court terme parce que pendant 2 mois, les 2 mois de confinement, les maires ont été en première ligne. Les maires étaient effectivement ceux qui avaient la responsabilité de ouvrir ou de fermer les marchés, de ouvrir ou fermer tel bâtiment, d'organiser un peu la vie des citoyens au niveau local et donc ils ont été surexposés là où leurs concurrents, en l'occurrence moi, effectivement nous étions confinés donc c'est pas parce qu'on était confiné qu'on est resté inactif. Hein. Déjà, moi j'ai toujours fait mon travail en télétravail et ce depuis le début du confinement. Et puis en plus de ça, on a essayé un maximum pendant cette période de confinement d'aider les Bellifontins. Donc on avait lancé un groupe Facebook d'entraide. Hein, pour ceux qui en sont membres, ça s'appelle les Bellifontins au cœur de l'entraide. Il y avait 900 membres dans ce groupe, donc on l'a utilisé pour plusieurs choses. On l'a utilisé d'abord pour effectivement relayer la cagnotte qu'on a faite pour le personnel soignant de l'hôpital de Fontainebleau. Donc là, il y a eu plus de 6 000 € et 150 donateurs qui ont répondu présents. Et donc du coup, ça a été un grand succès. Hein. Donc Litchi met un peu de temps à débloquer la cagnotte, mais dans les prochains jours, j'espère pouvoir aller remettre ce chèque à l'hôpital de Fontainebleau pour que le personnel soignant
puissent effectivement être récompensés par soit l'organisation d'une soirée, soit l'achat d'un matériel ou d'un événement particulier qui leur fera plaisir. En tout cas, l'idée, c'est que ces sous-là, auxquels chacun a pu contribuer, puissent vraiment aller à ceux qui, pendant plus de 2 mois, effectivement, ont contribué à sauver des vies. On a aussi mis en place un système de courses à domicile, hein, donc vraiment c'était de l'entraide entre voisins en fait. Effectivement, quand une personne ne savait pas à qui s'adresser, elle se tournait vers nous et puis on a trouvé des personnes pour faire les courses et pour les livrer à leur domicile. C'est un système qui a bien marché, en particulier chez les personnes âgées, parce que vous savez qu'à Fontainebleau, il y a beaucoup de personnes âgées, hein. Il y a 3000 Bélifontins qui ont plus de 70 ans. Et en fait, ces 3000 Bélifontins, la plupart n'ont pas été appelés par la ville de Fontainebleau, hein. Les 3 quarts d'entre eux n'ont pas été appelés par la ville de Fontainebleau parce qu'il n'y a eu que 600 Bélifontins de plus de 70 ans qui ont été contactés. La ville a mis en place un système de livraison à domicile au bout de 15 jours seulement. Et donc, pendant les 15 premiers jours, ces personnes-là, hein, ces personnes qui n'avaient ni été appelées par la mairie, ni qui ne pouvaient bénéficier d'un système de livraison à domicile, se sont débrouillées par elles-mêmes ou ont contacté amis et voisins. Et puis, c'est là où la solidarité a pleinement joué. Et je veux remercier vraiment tous ceux qui ont aidé à mettre en place ce système de courses à domicile. Ça a marché pareil quand il s'agissait d'amener certaines personnes pour y faire des courses, hein, un système de taxi. On a aussi eu des couturières bénévoles qui, dès le début du confinement, se sont mis à coudre et ont permis aussi d'alimenter en priorité les personnes les plus vulnérables en masque. Et donc ça, je veux vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que sans elles, sans ces personnes-là, un certain nombre de Bélifontins n'auraient pas eu de masque avant plus d'un mois et demi. Donc vraiment un grand merci à elles. Et puis effectivement, c'est un vaste réseau d'entraide qui a montré quand même que les Bélifontins sont quand même solidaires en période de crise et ça fait quand même très très plaisir. On a évidemment, on avait demandé à ce que la mairie puisse relayer toutes ces actions parce qu'elles allaient dans le sens de l'intérêt général. Et puis surtout, elles allaient dans le sens effectivement de la période de crise, hein. Quand il y a une période de crise, une solidarité s'organise. En réalité, on a besoin de tout le monde, hein. On ne peut pas gérer les choses tout seul dans son coin. C'est pas le choix qu'a fait la mairie. Alors moi, je le déplore, je le regrette, je l'ai dit plusieurs fois au conseil municipal, par écrit, etc. La mairie n'a jamais voulu ni s'associer, ni même relayer des actions, hein. Par exemple, la simple cagnotte pour le personnel soignant de l'hôpital de Fontainebleau, même ça, la mairie a refusé de le relayer. Donc je trouve ça un peu nul et un peu lamentable, pour être honnête, que de ne pas travailler tous ensemble dans les périodes de crise. Alors, j'ai plein de commentaires de retard. Je salue Serge, Brigitte qui nous remercie de la tenir informée régulièrement. Merci Brigitte, hein, je sais que vous avez fait partie des personnes à qui on a pu livrer aussi des courses par notre système d'entraide, donc un grand merci à vous. Bonjour à Nat, je vois que Céline s'est connectée. Bonjour Céline, bonjour Stéphanie, bonjour Josiane. Alors, encore des questions sur le deuxième tour des élections de Didier sur le deuxième tour des élections. J'y reviens juste après, je finis de lire tous les commentaires et de dire bonjour. Oui, Didier. Alors, la question sur le deuxième tour des élections municipales. Donc, comme je le disais, il a été décidé. Au deuxième tour des élections, en fait, effectivement, il y avait 3 candidats qui étaient en capacité de se présenter au deuxième tour des élections. Il y avait M. Valtou, qui est là depuis 3 mandats et qui est candidat pour un 4e mandat. Il y avait Mme Machery, Geneviève Machery, qui effectivement était qualifiée pour le deuxième tour. Et puis moi-même. Geneviève Machery a annoncé dans la presse récemment, on en avait parlé aussi avant, qu'elle ne souhaitait pas se présenter pour ce deuxième tour des élections, qu'elle ne souhaitait pas y participer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle n'était pas sûre, et comme nous tous d'ailleurs, que les conditions sanitaires soient réunies. Et puis aussi, il y avait une raison plus profonde qui était que la manière dont le gouvernement procédait était profondément antidémocratique, puisque effectivement, comme je le disais, entre le premier tour des élections le 15 mars et le deuxième tour qui aura lieu le 28 juin, il y a eu 2 mois de confinement pendant lesquels les maires sortants ont fait leur campagne, hein, leur campagne électorale, et pendant lesquels les challengers ou les concurrents, eux, effectivement, sont restés confinés ou à mettre en place un maximum d'actions dans leur coin qui ne bénéficiaient pas de la visibilité et de la communication municipale. Et donc, c'est suite à cette réflexion-là que Geneviève Machery a décidé de ne pas participer à ce qu'elle considère être une mascarade électorale.
Je comprends le sentiment de colère, hein, c'est ce que je lui ai dit. Je suis vraiment, enfin voilà, je suis en phase avec elle sur le fait que c'est pas une décision normale que de tenir des élections dans un état d'urgence sanitaire, hein. Jusqu'au 10 juillet, on est en état d'urgence sanitaire. Et puis en plus, c'est dans une période où il va être quand même très compliqué matériellement de faire campagne auprès des électeurs, puisque les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits. Donc ça signifie pas de réunions publiques ou de rassemblements électoraux, que sur les marchés, aller distribuer des documents. On imagine bien que la plupart des gens ne vont pas prendre les documents en ce moment, hein. Quand vous arrivez avec votre masque sur le marché de Fontainebleau, vous n'avez pas forcément envie de prendre un tract électoral. Donc vous pouvez aussi oublier ça. Donc pas de marché, pas de porte-à-porte, pas de réunion publique. C'est vraiment des conditions qui sont très difficiles. Donc c'est pour ça que nous, on va se concentrer un maximum sur l'utilisation du numérique et faire en sorte qu'on puisse informer un maximum de gens. C'est aussi à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de relayer, par exemple, ces vidéos auprès des personnes de votre entourage qui n'auraient pas Facebook ou pas Internet pour qu'elles puissent prendre connaissance des programmes. Et puis, si on y est autorisé, on distribuera également des documents dans les boîtes aux lettres des Bélifontins. Mais c'est vrai que c'est une campagne assez bizarre et enfin, très différente de tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Et donc, c'est pour ça que comme Geneviève Machery, moi, j'étais pas favorable à ce qu'on tienne le deuxième tour des élections le 28 juin. Après, effectivement, se retirer, ça aurait été laisser 100% des voix à M. Valtou, qui lui était très 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 favorable. Et ça, je ne le souhaitais pas. Je souhaite quand même qu'on puisse présenter une alternative aux Bélifontins. Il y a quand même 52% des Bélifontins qui ont choisi une liste d'alternatives, hein, que ce soit Mme Olzinski, que ce soit Mme Sarkissian, que ce soit Mme Machery ou moi-même. Et moi, je pense qu'on a une responsabilité aussi de donner une véritable alternative aux Bélifontins, surtout que concernant les trois personnalités que j'ai citées, soit Geneviève Machery, Isabelle Olzinski ou Mme Sarkissian, on a beaucoup travaillé ensemble pendant le confinement. On a mis en place un certain nombre d'actions ensemble, on a fait des propositions ensemble au conseil municipal, on s'est beaucoup appelé, beaucoup téléphoné, on a beaucoup échangé d'informations. Et donc, je trouve ça logique de pouvoir aussi représenter, si ce n'est avec ces personnes-là, tout du moins à travers les idées qu'on défend, l'alternative à M. Valtou. Je ne souhaite pas qu'un quatrième mandat s'ouvre et donc 21 ans de mandat pour un maire, ça me paraît beaucoup trop, que les idées ne soient plus fraîches, que les idées soient plus neuves. Et en plus de ça, je crois que on avait chacun montré, chacun avec notre sensibilité différente, qu'il y avait de bonnes idées à prendre à Fontainebleau un peu partout. Et aujourd'hui, on est dans une logique où si vous n'êtes pas un élu du camp, entre guillemets, de M. Valtou, eh bien, effectivement, aucune de vos idées n'est reprise et elles sont au mieux balayées, au pire méprisées. Alors, j'ai loupé plein de questions au passage, je m'en excuse. Merci Lorraine pour les encouragements. Ah oui, une question de Dominique sur les masques du département. Alors je vais y revenir, hein, les masques du département. Je réponds. Alors, dans quelle ordre je vais répondre à toutes les questions? Alors, Delphine qui nous dit la mairie devient du grand n'importe quoi, vivement le changement. Bah, merci beaucoup Delphine, hein. Il va falloir aussi inciter à aller voter autour de vous. La clé pour ce scrutin, en particulier pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas se déplacer ou qui sont absentes, hein, parce que le 28 juin, il y aura aussi des absents, c'est de faire en sorte qu'elles puissent voter, soit en allant directement dans les urnes, soit effectivement en faisant une procuration. Nous, on met en place un système de procuration pour que toutes les personnes qui souhaitent voter et qui ne sont pas présentes et qui ne souhaitent pas aller, en tout cas se déplacer, puissent venir voter. Donc n'hésitez pas à nous contacter en message privé pour qu'on vous donne davantage de détails. Et puis aussi, ça à titre personnel, je ne sais pas si effectivement ce sera une proposition que le gouvernement va retenir. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on remette en place le vote par correspondance, hein, qui a existé pendant des dizaines d'années en France, qui a été supprimé en 1975. Le vote par correspondance, c'est quoi? C'est effectivement que chez vous, vous pouvez envoyer un courrier à la mairie en disant je souhaite voter pour telle liste ou telle liste et que donc votre voix puisse être prise en compte sans que vous ayez à vous déplacer physiquement au bureau de vote. Donc je ne sais pas si cette idée qui est aussi défendue par pas mal d'associations d'élus va être retenue ou non. On le saura prochainement, mais si c'est le cas, on vous tiendra au courant. Dans l'absolu, effectivement, procuration, procuration, procuration. Et les modalités, pour ça, c'est contactez-nous, on vous donnera toutes les modalités, on vous donnera aussi effectivement des noms de personnes à qui donner votre procuration si vous ne pouvez pas être présent et que vous n'avez personne dans votre entourage à qui donner procuration. Donc vraiment, c'est le mot-clé, hein, de cette élection du 28 juin,
procuration. S'il n'y a pas de procuration, il y aura encore une plus forte abstention qu'il y a eu au premier tour. Et une forte abstention, c'est risqué effectivement d'avoir une élection qui se résume à 40% de votants au maximum. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de satisfaisant. Alors, je reprends mes questions dans l'ordre. Donc, j'ai répondu à la question de Laurence sur les procurations. Ensuite, Brigitte. Bonjour Brigitte. Alors, attendez, il y a deux Brigitte en plus, qui sont l'une à la suite de l'autre. Alors, puisque vous avez opté pour le maintien de votre candidature malgré le contexte épidémique et l'abandon de votre adversaire Geneviève Machery, j'aimerais savoir si votre liste de colistiers reste la même. Dans le cas où elle serait modifiable, allez-vous faire une ouverture à la collaboration de personnes qui figuraient sur la liste de Geneviève Machery? Je pense particulièrement à Steve Broutin ou Stéphane Absolu. Alors, bonne question de Brigitte. En fait, quand vous retirez votre candidature, en l'occurrence, là, c'était une décision du groupe de Geneviève Machery, pas une décision seule du groupe de Geneviève Machery, ça signifiait que vous ne déposez pas de liste. Si vous ne déposez pas de liste, effectivement, en théorie, vous pouvez avoir des personnes qui intègrent d'autres listes, mais là, ça devient une fusion de listes. Ça, ce n'était pas le souhait, effectivement, de Geneviève Machery. Et donc, concrètement, effectivement, les personnes que vous mentionnez, pour lesquelles j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de respect, tant pour Steve que pour Stéphane, en fait, ne peuvent pas être réintégrés dans ma liste. Et donc, on déposera, nous, la même liste que celle du premier tour. Et en revanche, on trouvera des moyens intelligents, parce que ce sont des gens intelligents et que nous sommes des gens intelligents et qu'on veut surtout travailler avec toutes les bonnes volontés, on trouvera des moyens intelligents de travailler avec toutes ces personnes qui ont, comme nous, l'avenir de Fontainebleau chevillé au corps et qui l'ont montré. Je ne reviendrai pas sur d'ailleurs la mauvaise polémique qui a été faite à Steve Broutin, qui est par ailleurs dirigeant d'une société qui fait ce qu'on appelle du click and collect. C'est un mauvais procès qui lui a été fait en lui disant que c'était pas joli de demander à des commerçants de verser une commission pour l'utilisation d'un site internet qui reste quand même une affaire commerciale. C'est logique qu'une affaire commerciale gagne un minimum d'argent. Steve Broutin avait fait l'ensemble de ses services à prix coûtant pour aider les commerçants de la ville en cette période de crise. Moi, je regrette qu'on en ait fait une polémique et j'ai même appris auprès de certains commerçants que des pressions avaient été faites sur eux pour pas qu'ils ne participent à ce service. Franchement, encore une fois, je trouve ça lamentable. Dans une ville comme la nôtre, on devrait encore une fois tous travailler ensemble et pas torpiller les initiatives quand elles ne viennent pas de la mairie en place. Alors, attendez, j'ai 28 commentaires de retard, là ça va pas du tout. Bonsoir Patricia. Alors, Nadia, j'ai répondu à la question concernant les membres de l'équipe au deuxième tour. Je suis encore en retard sur les commentaires. Alors, l'autre Brigitte, la livraison de courses a très bien marché via votre groupe d'entraide. Les Bellifontins sont solidaires. Oui, ils ont été solidaires, les Bellifontins, et ça fait vraiment très plaisir à voir. Mais cette solidarité, il va falloir aussi qu'on la poursuive. Maintenant qu'on est revenu dans un état d'esprit qui est beaucoup plus solidaire que par le passé, c'est vraiment quelque chose sur lequel je compte capitaliser. On s'était fait la réflexion pendant la campagne municipale qu'il y avait beaucoup de choses à Fontainebleau qui manquaient de chaleur humaine, tant dans les événements que dans la manière d'être les uns avec les autres. Et je crois vraiment que cette crise a permis de faire évoluer des comportements, en tout cas de retrouver des comportements qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie force et j'aimerais qu'on puisse capitaliser dessus pour l'avenir, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Alors, Nathalie qui me demande ce qui a changé, comment on va adapter nos programmes à la suite de la crise sanitaire. Alors, on est en train d'y travailler sur effectivement voir comment on fait évoluer marginalement certaines choses de notre programme. Néanmoins, la base reste la même. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait un programme qui s'articulait autour de 3 axes, une ville plus humaine, une ville plus durable et une ville plus créative. Et donc sur ces 3 axes-là, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change, il n'y a pas besoin de changer grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont encore pleinement d'actualité. Alors il va y avoir le camion poubelle qui va passer juste d'ici quelques instants. Alors vous voyez, ça c'est un truc qui va changer dans notre programme, c'est effectivement la question du bruit. Je pense que pendant le confinement, voilà, le camion poubelle qui doit nous regarder en live puisqu'il nous klaxonne, pendant le confinement, on s'est tous aperçu que Fontainebleau était d'un calme assez incroyable. Vraiment,
dans les rues, sur les boulevards, etc. Rue Grande, les gens me disaient on a dormi la fenêtre ouverte, enfin c'était jamais arrivé pour eux. Et donc du coup ça, le bruit, c'était vraiment un des rares aspects positifs du confinement et on va mettre en place de nombreuses mesures pour lutter contre le bruit parce que on a vu qu'avec la fin du confinement, on avait de nouveau un niveau sonore qui augmentait et ça peut être très gênant. Donc ça peut être soit pendant les soirées de l'INSEAD qui sont organisées dans les quartiers, on en avait parlé pendant la campagne et effectivement il y a beaucoup de riverains qui sont concernés, mais également de manière plus générale, les bruits dans la ville, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Il y a des solutions qui existent et on fera des propositions en la matière. On vous présentera ce qu'on va appeler, nous, notre plan de relance dans les prochains jours. On ne présente pas tout, hein, parce que la dernière fois, on a présenté notre programme assez tôt et du coup, tout le monde s'en est inspiré, y compris M. Valto. Donc là, on va garder un tout petit peu de suspense quand même pour pas tout dévoiler. Alors, je récupère le fil des commentaires. Alors, Dominique demande si des mesures exceptionnelles post-confinement pour les commerces de la ville. Oui, on va en présenter. J'ai parlé tout en introduction de la question des terrasses qu'il va nous falloir élargir là où c'est possible pour aider nos commerçants. Ça concerne les bars et les restaurants, mais oui, les commerçants du marché ont besoin d'être aidés. Oui, tous les commerçants qui n'ont pas fait de chiffre d'affaires pendant 2 mois ont besoin d'être aidés. Et là-dessus, ça fera partie des mesures qu'on présentera encore une fois dans les jours à venir. Josiane qui nous encourage, qui nous dit courage, merci pour toutes ces informations, je partage l'avis des Bélifontins. Eh ben, merci Josiane, j'espère qu'on sera le 28 juin au soir plus de 50% à partager cet avis-là, mais pour ça on a besoin effectivement que tout le monde aille voter ou donne procuration. Mélanie, pensez-vous que la participation sera meilleure pour ce second tour? Alors ça c'est une question difficile à laquelle répondre, j'aimerais bien avoir la réponse, ça lèverait quelques incertitudes. Ce qui est sûr c'est qu'au premier tour, on a eu 1/3 de participation en moins par rapport aux élections municipales habituelles à Fontainebleau. Habituellement il y a 60% des électeurs qui y participent, le 15 mars dernier on était 40% des électeurs. Donc quand j'entends le gouvernement nous dire oui mais c'est une élection, comme toutes les élections il peut y avoir de l'abstention, non là il y a une abstention qui est historique et c'est pour ça qu'il y a eu un nombre d'ailleurs de recours suite au premier tour qui est colossal. Il y a eu 6 fois plus de recours au premier tour des élections de 2020 qu'au premier tour des élections de 2014. C'est aussi pour ça qu'on a un deuxième tour qui est contesté par à la fois des élus mais aussi des candidats, comme moi je le conteste. J'espère que la participation sera meilleure. Si elle n'est pas meilleure, ce sera aussi un échec pour la démocratie et je trouve qu'on est dans une période où il y a eu beaucoup de recul sur les libertés publiques et que si on construit une démocratie sur laquelle il n'y a quasiment pas de participation, du coup on risque effectivement de délégitimer cette démocratie. Donc j'espère qu'il y aura de la participation, en tout cas c'est le message que je vous adresse. Votez, faites une procuration, exprimez-vous parce que après vous en prenez pour 6 ans, dans un sens comme dans un autre, quelle que soit la liste qui gagne, l'avenir d'une ville c'est 6 ans. Donc si vous ne vous exprimez pas maintenant, pendant 6 ans, vous n'aurez plus l'opportunité de donner votre avis. Alors avec nous, oui, parce qu'on avait déjà promis dans notre programme, et ça ne va pas changer, de mettre en place des consultations régulières des Bélifontins, de permettre aux Bélifontins qui souhaitent, au-delà d'un certain nombre de signatures, de pouvoir faire mettre un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal, voire d'organiser une consultation locale au-delà d'un certain nombre de signatures pour les projets structurants de la ville. Nous, on vous permettra de vous exprimer pour les 6 ans à venir, mais sinon, effectivement, vous repartez pour 6 nouvelles années de mandat de la mandature sortante, donc pour la quatrième fois, et vous aurez de nouveau l'occasion de vous exprimer seulement en 2026. Donc voilà, donc effectivement, soyez là le 28 juin pour ne pas avoir à vous exprimer uniquement le 15 mars 2026. Alors, Adélie qui dit 21 ans de mandat, pour Valtou s'il est réélu, waouh, ça devient proche de la monarchie. Oui, je ne sais pas si c'est proche de la monarchie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que autant quand une élection se joue à armes égales et avec un niveau de participation acceptable, ben voilà, la démocratie parle, les électeurs choisissent. Mais quand c'est pas le cas, effectivement, c'est beaucoup plus gênant de manière générale. Et donc du coup, j'espère simplement que le 28 juin prochain, on aura à la fois beaucoup de participation et puis surtout plus de 50% des voix pour les Bélifontins en cœur. Ah, Brigitte qui nous dit qu'on a un problème de connexion. Je pense que ça doit remarcher. Pierre-Louis, j'espère que tu seras élucidé, que tu mérites le meilleur par ta disponibilité et ton sens de l'écoute. Merci Pierre-Louis, merci pour la confiance. Voilà, je ferai de mon mieux en tout cas. Et puis
De toute façon, moi, c'est pas, je veux dire, moi, la politique aujourd'hui n'est pas mon métier, hein. J'ai un vrai métier à côté, hein. C'est pas ce qui me fait, c'est pas ce qui me fait lever le matin. Enfin, là, j'ai un emploi. La mairie de Fontainebleau me rapporte 0 €, ce qui n'est pas le cas de mon concurrent qui vit de la politique. Je trouve qu'avoir un emploi, c'est aussi sain parce que ça permet vraiment de rester dans ce qu'on appelle le monde réel. Et je vois trop d'élus en fait qui, une fois en place, au bout d'un certain nombre d'années, se déconnectent, vraiment pensent uniquement à leur carrière politique et plus du tout aux questions d'intérêt général, qui d'ailleurs sont plus forcément présents sur le territoire, hein. Monsieur Valtou, moi je le vois plus souvent à la télé que en ville. Si vous allez par là en ce moment, vous le voyez tout le temps à la télé, mais je vous voyais beaucoup moins en ville. Donc moi, c'est pas du tout ma conception du mandat. Pour moi, quand vous allez passer à la télé, il faut que ce soit pour parler de Fontainebleau, il faut que ce soit pour faire la promotion de Fontainebleau et pas pour faire de l'autopromotion personnelle. La seule fois où moi je veux passer à la télé, c'est pour parler du collectif des usagers de la ligne UR. Le collectif des usagers de la ligne UR, j'ai lancé cette initiative il y a maintenant 4 ans. Parce qu'effectivement, je constatais que les trains ne marchaient pas. Et à chaque fois qu'effectivement, je suis invité à parler dans une émission de télé ou de radio, alors c'est pas le JT de TF1, hein, évidemment, mais moi je parle en fait des problématiques du quotidien. Donc les problématiques du quotidien de train, le train à la gare de Fontainebleau qui concerne du coup en fait l'ensemble de la ligne de train, j'en parle. Voilà, je suis pas là effectivement pour parler du transport de manière abstraite et de manière générale, la transposition de directives européennes. Non, je suis là pour parler de concret. J'aimerais que mon concurrent fasse autant dans ce qu'il va sur les plateaux télé, parce que je l'ai rarement entendu parler de l'hôpital de Fontainebleau, alors même que là, il y a beaucoup de problèmes et on pourra y revenir tout à l'heure dans les questions. Alors Nathalie, merci pour votre réponse sur le programme très clair. En parlant du bruit, envisagez-vous de piétoniser le centre-ville et si oui, en combien de temps? Alors la question de la piétonisation du centre-ville, c'est assez marrant parce que j'ai vu passer cette proposition dans les mesures de relance de Monsieur Valtou. C'est assez drôle parce qu'il a passé sa campagne jusqu'au 15 mars à expliquer que cette mesure de Thomas, c'était n'importe quoi, qu'on n'y arriverait jamais, etc., etc. Moi, qu'est-ce que j'ai dit sur la question de la piétonisation du centre-ville? Déjà, cette piétonisation, elle ne doit pas concerner tout le centre-ville. Parce qu'effectivement, là-dessus, on a des riverains, ils ont besoin d'accéder chez eux, hein, y compris dans les zones semi-piétonnes. Il y a des bus qui passent en ville, donc pareil, ils ont besoin de passer. Mais en tout cas, on ne peut pas la faire n'importe comment. Moi, ce que je veux, c'est une sorte de semi-piétonisation, donc un peu comme la rue des Sablons, ou en tout cas les rues piétonnes actuelles, sur une petite portion de rue Grande, hein, 140 mètres de rue Grande, comprise entre Comptoir des Cotonniers et la mairie, et qu'on y arrive progressivement. Mais la première des étapes pour y arriver, c'est d'abord de créer du stationnement en périphérie. Parce qu'effectivement, si les gens laissent leur voiture en périphérie ou vont mettre leur voiture en souterrain, là, vous avez moins de flux de circulation. On l'a vu pendant le confinement, il n'y avait pas de flux de circulation rue Grande. Aujourd'hui, là, c'est reparti, il y a des bouchons tous les jours, et le bruit qui va avec. Donc, avant d'arriver à cette question de semi-piétonisation, d'abord, il faut régler la question du stationnement. Ça ne nous empêche pas ponctuellement, effectivement, hein. Nous, on avait dit que, et on le maintient, qu'après les élections, une fois par mois, un dimanche par mois, effectivement, on piétoniserait le centre-ville. On commencerait par cette expérimentation-là, et si on arrive à valider cette expérimentation-là, ensuite on passera à quelque chose de plus régulier, ça peut être une fois par semaine, et enfin, dans quelques années, quand on aura trouvé des réelles solutions qu'on doit concerter tous ensemble, qu'on doit trouver tous ensemble, hein, ça ne va pas être Cédric Thomas derrière son petit bureau qui fait les choses tout seul, et bien là, on pourrait effectivement arriver à semi-piétoniser cette petite portion de rue Grande qui en fait est vraiment ce qui nous manque pour avoir cette grande zone piétonne, Mais la priorité, ça va réellement être de favoriser la relance du commerce. Et moi, ce n'est pas une mesure que je mettrai en œuvre immédiatement si effectivement les commerçants ne sont pas d'accord, parce que aujourd'hui, Fontainebleau, c'est 450 commerces. Si on compte que 10 ou 20% d'entre eux sont probablement condamnés à court ou moyen terme, hein, c'est 10 à 20%, c'est ce que pense l'Union des commerçants, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça représente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la priorité, c'est effectivement que ces commerces-là s'en sortent, qu'on les aide à s'en sortir et qu'on puisse effectivement continuer à bénéficier du dynamisme commercial et du commerce de proximité comme beaucoup l'ont apprécié pendant le confinement. Alors, pouvez-vous, Brigitte, l'une des deux Brigitte, pouvez-vous me préciser quelles sont les personnes de votre liste si vous êtes élu qui vous accompagneront dans votre travail à la mairie? Je crois me souvenir que ce sont les premiers de la liste. Alors, si on est élu, alors le système en France est assez mal fait, hein. C'est pas un système de proportionnel, c'est un système de prime majoritaire. Donc c'est-à-dire
très concrètement, à Fontainebleau, vous avez 33 conseils municipaux. L'équipe qui va gagner les élections aura 25 ou 26 élus. L'équipe qui va perdre les élections aura donc 6, 7 ou 8 élus au maximum. Donc en fait, c'est vraiment un système de prime majoritaire qui est écrasante, hein, même s'il y a 1% d'écart entre les deux scores. Ben voilà, vous avez dans un cas 25 élus, ou dans l'autre cas, vous avez 7 élus. Donc voilà, il y a 33 conseillers municipaux. La liste complète, vous pouvez la consulter sur mon blog. Elle est toujours disponible. Depuis le 15, avant le 15 mars. Donc là-dessus, je vous invite à y refaire un tour. Myriam, j'espère aussi qu'il y aura des votants. On est d'accord. Courage, car le champ des possibles est possible. Ne lâchez rien. Ne vous inquiétez pas, Myriam, c'est pas le genre de la maison de lâcher. Déjà, on a fini deuxième. C'était déjà pas mal. 2 sur 5, c'est bien. Maintenant, l'objectif, il est simple, c'est de finir premier. Donc, Myriam, à toutes vos copines, tous vos copains, n'hésitez pas à leur dire qu'il faut aller voter. Alors, Daniel, le futur maire doit être un maire rassembleur, capable de travailler avec les autres. Nous en avons besoin aujourd'hui et pour les 6 ans à venir, et c'est ce que vous êtes. Merci Daniel, en tout cas c'est ce que j'essaye d'être. J'essaye d'être ouvert sur les opinions diverses. Je veux dire, là-dessus, là-dessus personne ne peut m'en faire grief. J'essaie d'écouter parce que je pense que les bonnes idées elles sont à prendre partout, y compris chez ceux dont on ne partage pas toutes les opinions politiques. Et puis du coup, j'ai aussi à travailler avec beaucoup de personnes qui sont des élus en place, les élus d'opposition en place par exemple. J'ai appris à travailler avec eux. Roselyne Sarkissian, Geneviève Machery, Isabelle Ozinski, on se connaissait depuis plusieurs années parce que Isabelle dirige l'école des mines à Fontainebleau. Et moi, je suis un ancien élève de l'école des mines. Donc, je connaissais Isabelle depuis quelques années. Elle m'avait martyrisé lors d'un stage de géologie. Je vous raconterai les détails un jour, mais en tout cas, j'essaie de travailler avec toutes les personnes de bonne volonté. Et ça, c'est ce qu'il faut pour Fontainebleau. Alors, je remonte les commentaires. Pensez-vous avoir une chance de remporter ces municipales dans ce contexte exceptionnel? Je l'estime sincèrement. Oui, oui, là-dessus, je pense qu'il y a une chance. Alors en fait, c'est assez particulier, mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire politique de Fontainebleau, il n'y a jamais eu que 2 listes à Fontainebleau. À chaque fois qu'il y a eu des seconds tours, il y avait au minimum 3 listes. Donc là, le contexte est assez inédit. C'est la première fois qu'il y a seulement 2 listes à Fontainebleau. Et donc du coup, on est dans un contexte où en fait tout est possible. La somme des gens qui n'ont pas voté pour M. Valtou le 15 mars dernier est supérieure au score de M. Valtou. Et ce, dans un contexte d'abstention historique. Donc effectivement, oui, le champ des possibles là-dessus nous permet d'y croire très raisonnablement, mais pour encore une fois que ce soit non plus une conviction, mais un fait, là-dessus on a besoin que tout le monde se mobilise et mobilise son entourage. C'est hyper important. Alors, je vais revenir parce que j'ai pas oublié la question concernant le petit square des Lilas. Alors, je me souviens plus qui l'avait posé. Mais je me souviens qu'il y avait la question sur le square des Lilas. Alors le square des Lilas, oui, ça fait partie des choses qu'on avait indiquées dans le programme qu'on avait présenté au Bélifontain le 15 mars dernier. Le square des Lilas, évidemment, il est à refaire. Évidemment, si on peut créer, alors ça a été une demande de certains jeunes avec qui j'ai longuement échangé, créer un petit stade sur place, pourquoi pas? Moi, j'y suis pas opposé. Je trouve que on manque d'activités pour la jeunesse, on manque de squares pour les enfants entretenus. Le City Square des Lilas, c'est pas le seul qui est en mauvais état. Je vous citerai tous les squares de Fontainebleau. Globalement, il n'y en a pas un qui est en très très bon état, quoi. Je trouve que les jeux sont vieillots. C'est un peu dommage quand on va dans d'autres villes, on voit plein de jeux nouveaux, plein de jeux différents. Là, je trouve que c'est toujours un peu la même chose. Le petit cheval, le toboggan, et parfois en mauvais état. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est pas une question d'argent là pour le coup. Moi, je me suis renseigné sur le prix de créer des squares pour enfants de A à Z. C'est pas des énormes budgets. C'est entre 10, 20, 30 000 euros au maximum. Donc là-dessus, on peut faire des efforts. Encore une fois, le budget de la ville de Fontainebleau, c'est 20 millions d'euros. Et puis, pour vous donner un comparatif, par exemple, la statue de taureau qui est sur la place de la République, qui est un petit peu décriée quand même, en tout cas pour son esthétique, elle a quand même coûté 80 000 euros. Monsieur Valtou a communiqué sur le fait que c'était un cadeau. C'est pas vrai. Déjà, on a payé 50 000 euros l'artiste, premier élément.
Et deuxième élément, effectivement, l'installation et l'éclairage, ça nous a coûté 30 000 euros de plus. Donc vous voyez, quand on dépense 80 000 euros pour une statue de taureau, on peut bien dépenser 20 ou 30 000 euros pour faire plusieurs squares pour enfants. Là-dessus, moi je suis très favorable. Le square pour enfants, c'est effectivement ce qui permet déjà de les occuper, enfin d'occuper les plus jeunes. Et puis après, pour ceux qui sont un peu plus grands, moi je suis très favorable, et j'en ai parlé au président de l'agglomération, à ce qu'on puisse réouvrir le stade Philippe Mahut, stade de la Faisanderie, le week-end, pour qu'on puisse effectivement aller jouer au foot, qu'on puisse jouer au basket, et non pas rentrer alors que c'est pas vraiment autorisé, qu'on fasse ça de manière officielle. Et ça, là-dessus, le président de l'agglomération, il est d'accord, hein. Le seul truc qui bloque aujourd'hui, je vais vous dire, hein, c'est relativement simple, c'est qu'effectivement la ville de Fontainebleau n'a jamais demandé les clés du stade à l'agglomération. Et donc, du coup, l'agglomération, effectivement, ne lui a pas donné les clés du stade, mais il suffit qu'on demande les clés du stade, qu'on ait un agent municipal, un policier municipal qui passe le matin pour ouvrir et qui le soir vienne refermer. Et donc, du coup, on pourra rouvrir le stade le week-end. Il y en a beaucoup qui voudraient jouer au foot, se défouler, etc. et tout. Donnons-leur l'occasion de le faire, et comme ça permettra à ce que tout le monde, des plus jeunes aux ados, voire aux grands enfants, puissent effectivement avoir des activités le week-end. Ah oui, c'était Laura la question. Voilà. Euh, une question de. Plusieurs questions. Alors, une question de Kikou sur les premières actions une fois élues. Alors, les premières actions une fois élues, elles concerneront le plan de relance qu'on va vous présenter prochainement. Ça va être la priorité du moment. On s'achemine très vite vers une grave crise économique, hein. On a vu au mois de mars le chômage bondir comme jamais, hein, plus 22% quand même, hein. C'est les chiffres qui ont été annoncés aujourd'hui. Et donc, effectivement, la priorité, ça va être la relance économique. Donc, éviter que nos commerces ferment, éviter que nos associations se retrouvent en difficulté parce qu'elles ont des charges, parce qu'elles n'ont pas pu effectivement avoir des adhérents, parce qu'elles n'ont pas pu travailler comme il le fallait. Les questions d'adaptation des transports, là-dessus on a beaucoup de choses à faire autour du vélo. Je suis passé à la petite reine la dernière fois, c'est incroyable le nombre de vélos aujourd'hui qui sont vendus à la petite reine. Donc on sent qu'il y a une vraie envie aussi de modifier ces déplacements. Le télétravail qu'il va falloir continuer pendant encore probablement des semaines, voire des mois, et qui du coup demande à être pérennisé. L'emploi, c'est vraiment quelque chose. Alors là-dessus, M. Valtou n'en parle jamais de l'emploi. Il y a eu 0 emploi créé à Fontainebleau pendant 15 ans, hein. Les stats ne mentent pas, c'est les statistiques de l'INSEE. Donc il y a eu 0 emploi créé à Fontainebleau pendant 15 ans. Moi je souhaite qu'au Bréau, par exemple, effectivement, on dédie une zone d'emploi et pas qu'on y fasse que des logements. Faire que des logements au Bréau, pardon, mais ça n'est pas raisonnable alors que c'est le dernier endroit qu'on va pouvoir réellement aménager à Fontainebleau. De la même manière, moi je souhaite qu'on puisse sauver le projet de la place d'Amen, le projet de campus universitaire de la place d'Amen, parce que là, tous les riverains ont compris, hein, le bar compris, que en septembre, il n'y aurait pas d'étudiants qui vont arriver. Ça, c'était une jolie promesse pour le 15 mars, mais depuis, silence radio. 0 travaux avant le confinement, 0 travaux pendant le confinement, 0 travaux après le confinement, aucune communication de l'université Paris-Créteil. Aujourd'hui, moi, ce projet, j'ai l'impression qu'il est vraiment en danger, et moi, ma responsabilité, ce sera de le sauver quand on arrivera à la mairie de Fontainebleau. Alors, avec Dilly qui dit que ça me dégoûte, surtout quand on voit le budget pour les travaux dans les écoles comparé à la statue du taureau. Ah bah, les travaux dans les écoles, c'est un budget annuel qui n'excède pas les 150 000 euros. Aujourd'hui, c'est le budget qui va être dédié. Donc, en gros, 2 statues de taureau par an sont consacrées dans les écoles, et c'est principalement des travaux de peinture. Ça, on a bien vu que la peinture, ça avait bien marché avant les élections municipales, et rarement des travaux de réfection. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire pour adapter les locaux, pour effectivement faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème de savon. Alors là, depuis qu'on est dans un protocole d'accueil spécial, effectivement, il y a de nouveau du savon dans les toilettes, mais pendant des années et des années, il n'y avait pas de savon dans les toilettes. Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre, de la même manière que les toilettes doivent marcher correctement, que les cours d'école doivent être revus, hein, pour qu'on puisse effectivement, si ce n'est les verdir, tout du moins les adapter et puis avoir du bitume comme on avait il y a 10, 15 ou 20 ans. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, donc on y reviendra en précision. Euh, alors, euh, alors attendez, je loupe les questions en même temps. J'ai une question sur Saint-Honoré.
J'ai une question. Alors, une question de Brigitte. L'autre Brigitte. Les deux Brigitte. Décidément, Brigitte et Brigitte, va falloir vous rencontrer parce que c'est quand même assez rigolo. Vous posez les questions les unes à la suite des autres, c'est assez marrant. Alors, Brigitte, êtes-vous réellement prêt? La charge va être lourde. Je me souviens de l'élection d'un précédent maire, M. Nizar, qui, lorsque les résultats sont tombés, était totalement sonné. D'ailleurs, il n'est pas resté longtemps. Alors oui, j'étais un peu jeune à l'époque de Monsieur Nizar. Mais oui, je suis prêt, hein, Brigitte. Vous savez, moi, je travaille dans une entreprise qui réalise 3 milliards de chiffres d'affaires par an. J'ai en charge une grosse responsabilité puisque je m'occupe de développer toutes leurs branches pour les énergies renouvelables. Et jamais j'ai entendu un de mes employeurs, ni celui-là, ni les précédents, dire Cédric, il affronte pas ses responsabilités, Cédric, il n'est pas prêt. Ça fait des années que je travaille mes dossiers. Je connais franchement mieux mes dossiers que les trois quarts des élus de la ville, si ce n'est l'intégralité des élus de la ville, hein. Si vous assistez à certains conseils municipaux, demandez à ceux qui assistent aux conseils municipaux qui connaît le mieux ces dossiers. Beaucoup vous répondront Cédric Thomas, hein, parfois bien mieux que M. Valtou. Donc là-dessus, j'ai aucune difficulté. Je connais les agents de la ville. J'ai beaucoup aussi appris à leur côté. Voilà, il y a eu une phase, il y a un temps pour apprendre. Et puis il y a un temps pour mettre en œuvre. Aujourd'hui, je suis jeune, c'est vrai, hein, c'est souvent voilà, quelque chose qu'on me dit, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, ça fait 10 ans que je bosse dans le monde public ou privé. Jamais personne n'a remis en cause mes compétences. Et mes 10 ans d'expérience professionnelle m'ont servi. Ça me permet aussi de mûrir. À la mairie, dans l'opposition, j'ai fait des choses constructives. J'ai proposé, j'ai effectivement alerté aussi quand il le fallait. Aujourd'hui, je suis prêt. Et puis surtout, l'équipe qui m'entoure aussi est prête. On a des personnalités qui ont été élues dans d'autres communes, donc qui pareil, c'est un mode de gestion qui enrichit. On a des gens qui viennent du secteur privé, hein, on a tous les âges, encore une fois. On a une moyenne d'âge de l'équipe qui est de l'ordre de 50 ans. Donc si ça jouait juste sur les questions d'âge, là-dessus, ça ne me paraît pas être un très très bon argument. On a quand même en France un président qui a été élu à l'âge de 39 ans pour gérer un pays de 60 millions de Français. On peut bien élire un maire de Fontainebleau de 32 ans pour la gestion d'une ville de 17 000 habitants. Alors, attendez, j'ai toutes les fenêtres qui s'ouvrent. J'ai toutes les fenêtres qui s'ouvrent en même temps. Je réponds d'abord à la question de Delphine sur Saint-Honoré, puis après celle de Dominique sur l'INSEAD. Alors, en ce qui concerne la question de la résidence Saint-Honoré, comptez-vous faire quelque chose pour améliorer notre vie? Alors, il y a la résidence Saint-Honoré, mais il y a toutes les autres résidences où en fait il y a plusieurs problèmes. C'est un problème que j'ai pris le temps d'aller discuter avec les foyers de Seine-et-Marne, hein. D'ailleurs, ils étaient assez surpris de me voir. Je pense qu'ils n'ont jamais vu un candidat aux élections municipales demander à les voir pour échanger, discuter. En tout cas, j'étais le seul de Fontainebleau à le faire. Ça, c'est garanti. Donc j'ai pris le temps d'aller échanger avec eux pour parler de plusieurs sujets, hein, leur politique de gestion du parc, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'une fois les résidences construites, il y a peu d'entretien courant derrière. Donc là-dessus, j'ai échangé avec eux sur comment on pouvait faire pour qu'il y ait une meilleure communication et en tout cas un lien facilité entre les locataires et la ville de Fontainebleau. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que je mettrai en place à la mairie un référent, une personne dédiée, donc une personne dédiée aux relations entre les locataires et les foyers de Seine-et-Marne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous avez un problème, je sais pas, des déchets partout, sur le parking extérieur, comme ça peut arriver régulièrement, une porte fracassée qui n'est pas réparée, etc., etc. et tout, vous vous adressez d'abord en priorité aux foyers de Seine-et-Marne. Si les foyers de Seine-et-Marne ne vous répondent pas de manière satisfaisante, ou en tout cas pas dans des délais normaux, parce qu'effectivement ils sont souvent aussi du retard dans la prise en compte des demandes, du coup vous vous adressez à notre référent, et puis nous, chaque semaine, notre référent, il aura comme mission de faire le point avec les foyers de Seine-et-Marne, et de dire, bah voilà, j'ai Madame Grain qui m'a signalé que résidence Saint-Honoré, il se passait ci, ça, quand est-ce que vous allez intervenir, etc. etc. C'est la stratégie de la pression permanente. Et moi, je considère que quand on a aujourd'hui 1400 logements sur les 7500 logements de la ville qui sont du ressort des foyers de Seine-et-Marne, on doit effectivement, nous, en tant que puissance publique et collectivité, avoir une attention particulière pour que ça se passe bien, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, hein, on sait que parfois il y a des difficultés aussi entre les jeunes et les moins jeunes, que voilà, il n'y a pas forcément de la communication, voilà, j'entends tous les problèmes, hein, j'entends tous les sons de cloche. Moi, je pense que tout le monde dans cette ville est capable de travailler ensemble, donc je suis capable de travailler avec toutes les personnes, et je pense que les foyers de Seine-et-Marne ont aussi une responsabilité pour s'occuper bien mieux, en tout cas, du parc déjà construit. Alors, Michel, pensez-vous... Alors, je vais boire un verre d'eau en même temps, Michel. Pensez-vous que quelques commerçants
pourrait venir les jours de marché, route Louise, boulevard Crevert-Durand, durant les camelots, se gare près du cimetière, ça n'est pas long. L'après-midi peut-être. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, ça c'est, je sais pas, enfin, j'imagine que vous faites aussi référence à ce qui s'est fait pendant le confinement, parce qu'il y avait certains commerçants du marché qui ont livré à Fontainebleau pendant le confinement. Donc là-dessus, c'est vrai qu'ils ont sillonné les rues. C'était assez agréable. C'était assez différent d'ailleurs. Hein, c'est pas ce dont on avait l'habitude. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les modes de consommation, que ce soit au marché ou dans les commerces de la ville, les gens ont pris l'habitude aussi d'une livraison à domicile par des commerces de proximité. Et ça, c'est une offre qui est assez intéressante parce que eux, ça rapporte des clients aux commerçants. Et puis, pour vous, ça évite de sortir la voiture pour rien et de se déplacer pour faire un achat dans un commerce. Donc oui, il y a des solutions qui existent. Il y a la livraison à domicile, il y a le click and collect, donc c'est-à-dire vous allez commander sur Internet ou directement auprès du commerçant et puis vous passez juste entre guillemets en drive, récupérer votre commande. Mais là-dessus, c'est possible. En tout cas, je sais qu'il y a un camelot qui effectivement fait les légumes, les fruits et légumes. Hein, donc, ils sont un petit klaxon, un peu comme les marchands de glace. Ça existe déjà hein, dans les rues de la ville, mais d'autres pourraient le faire. Donc, en tout cas, oui, c'est quelque chose qui me paraît en tout cas, envisageable et à travailler avec eux. Les commerçants sont libres dans la manière de gérer leurs choix, mais c'est sûr que si nous, on les aide à mettre en place certains choix, ça facilite les choses. Alors, Béatrice, bonjour Béatrice, qui nous dit que la sortie de Fontainebleau par le boulevard Joffre en direction de la tour de Verneuil a toujours été un enfer et c'est toujours le cas. La sortie de Fontainebleau par le boulevard Joffre en direction de la tour a toujours été un enfer. Alors attendez, ça a perdu la question. Je ne vois aucune proposition alors que deux voies seraient indispensables. Alors je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce qu'on parle du carrefour de la Libération ou pas, ou est-ce qu'on parle avant? Béatrice, il faudra me préciser la question. Brigitte, de nouveau, qui me dit quand je dis prêt, je ne dis pas incompétent, je sais que vous êtes très capable, je pense au côté psychologique que toutes les personnes sur la scène ressentent. J'ai fait du théâtre, Brigitte, donc là-dessus j'ai pas trop le trac. Je me souviens plus si vous étiez présente aux réunions publiques qu'on a tenues, mais on a tenu la plus grosse réunion publique de l'histoire de Fontainebleau. Hein, il y avait 280 personnes dans la salle, comptage à l'appui, et je crois pas que les personnes qui y ont assisté ont dit que je n'étais pas prêt psychologiquement. En tout cas, je vous rassure, tout va bien de ce côté-là. Alors, la synchronisation des feux également sur ce même boulevard Joffre, en particulier au niveau du bûcheron. Alors oui, oui Béatrice, la fluidité déjà sur les boulevards, mais pas que sur les boulevards, hein, rue Grande en fait, pareil, on a des problèmes de fluidité de la circulation. Là, c'est quelque chose qu'il faut rendre beaucoup plus dynamique. En fait, on n'a pas fait les investissements pour avoir du matériel récent qui nous permet d'adapter facilement les choses. Aujourd'hui, c'est du réglage limite manuel. Vous devez aller sur le feu pour régler la durée du feu, etc., etc. Il y a d'autres systèmes qui existent aujourd'hui qui sont plus intelligents, même dans les petits villages. Hein. La dernière fois, je passais à Bagnols-sur-Loing. À Bagnols-sur-Loing, vous avez un feu, donc enfin, c'est limité à 30, hein, c'est quasiment devant la mairie. Vous avez un feu quasiment devant la mairie. Si vous êtes à plus de 30 km/h, le feu qui est vert, il passe automatiquement au rouge. Si vous êtes à moins de 30 km/h, le feu, s'il est rouge, il repasse au vert. Donc voilà, vous avez des systèmes comme ça qui existent en fonction de la vitesse, en fonction de différents paramètres, en fonction du nombre de voitures qui passent. Encore une fois, il faut mettre un tout petit peu de modernité dans la gestion de la ville. Ça nous coûtera à la fois moins cher et puis ce sera plus efficace et plus agréable à vivre. Alors, Patricia, bonjour. Savez-vous quand est prévue l'ouverture du nouvel hôpital? N'y a-t-il pas un risque de retard de livraison à cause du Covid? Alors, oui, alors c'est pas forcément que lié au Covid, mais c'est sûr que l'ouverture du nouvel hôpital, le chantier est en retard. En fait, le chantier, il devait déjà être ouvert à la base. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une communication en 2018 par la mairie de Fontainebleau qui disait qu'en mars 2020, ce serait ouvert. Alors, mars 2020, comme par hasard, comme par enchantement, tchac, on allait couper le ruban. Ensuite, la direction de l'hôpital avait annoncé un premier retard, alors qu'il est lié à différentes raisons, des modifications dans les plans d'architectes, et puis vous avez eu la société italienne aussi qui a été mise en liquidation judiciaire, la maison mère qui a été mise en liquidation judiciaire, et donc ça a un peu compliqué, voire retardé les chantiers. Donc normalement, la livraison aurait dû être décalée à l'été, donc courant juillet, août.
Et puis là, effectivement, avec le Covid, ça a encore pris du retard. Donc là, on est plus sur un calendrier de octobre. Octobre. Et moi, je souhaite aussi qu'on puisse discuter un petit peu des aménagements du nouvel hôpital. Parce que le nouvel hôpital, qu'on appelle d'ailleurs assez improprement nouvel hôpital, c'est plutôt l'hôpital qu'on refait. C'est-à-dire on construit un nouveau bâtiment, on détruit l'ancien et ça devient l'hôpital de Fontainebleau. Le nouvel hôpital aujourd'hui, il est quand même prévu, et ça avait été validé par la direction de l'hôpital, mais aussi par le président du conseil de surveillance qui n'est autre que M. Baltou. Il est prévu quand même une réduction du nombre de lits en soins durs. Donc pendant des années, vous savez, on a eu cette logique sur laquelle tout le monde revient aujourd'hui, en tout cas tout le monde s'aperçoit une bêtise, disant il faut favoriser les courts séjours à l'hôpital et l'ambulatoire. Vous vous souvenez de ce mot-clé là? C'était l'ambulatoire, l'ambulatoire, l'ambulatoire. Donc en fait on réduisait les lits de long séjour pour effectivement faire des courts séjours, voire de l'ambulatoire. Vous arrivez le matin, on vous fait votre intervention et vous repartez le soir. Et donc le nouvel hôpital de Fontainebleau, il a été conçu dans la même logique, moins de lits en soins durs et plus d'ambulatoires. Au global, ça fait une capacité qui est constante par rapport à l'hôpital actuel, mais c'est quand même moins de lits en soins durs, et ça, c'est quelque chose sur lequel je souhaite revenir, parce qu'on s'aperçoit que cette logique-là, elle n'a pas marché à l'hôpital, et je pourrais d'ailleurs ressortir assez facilement toutes les déclarations de M. Valtou, hein, qui a validé ces choix stratégiques et ces orientations-là. Ça va me permettre quand même de faire une parenthèse. Je pense que c'est important à un moment de dire les choses, vous expliquer un petit peu ce que c'est que la Fédération hospitalière de France. Un truc que vous voyez beaucoup en ce moment, sur lequel M. Valtou communique beaucoup. La Fédération hospitalière de France, c'est quoi? La Fédération hospitalière de France, ce n'est pas la direction générale de la santé du ministère. Okay, ce n'est pas ni une direction d'un ministère, elle n'a aucun pouvoir hiérarchique sur aucun hôpital en France. C'est une sorte d'association qui se décrit elle-même comme étant un lobby. Hein. Donc c'est un lobby de ses membres. Et ses membres sont qui? Sont les directeurs d'hôpitaux. Okay, les directeurs d'hôpitaux et les élus qui siègent dans les conseils de surveillance des hôpitaux. Les directeurs des élus et les directeurs d'hôpitaux et les élus du conseil de surveillance, ces dernières années, leur logique elle a été claire, hein, ces 10 dernières années, ça a toujours été la même. Les directeurs d'hôpitaux nommés par l'agence régionale de santé, les fameux administratifs dont on parle dans les hôpitaux aujourd'hui, ce sont eux qui effectivement ont demandé des réductions de coûts, des externalisations de services, moins de personnel, plus de soins ambulatoires, moins de soins durs, etc., etc. Donc la Fédération hospitalière de France, en fait, elle a validé tous ces choix qui ont été faits par les gouvernements successifs, depuis Marisol Touraine jusqu'à aujourd'hui Olivier Véran. Et donc la Fédération hospitalière de France, elle était favorable à la création des agences régionales de santé qui ont vraiment administrativé le système et donc enlevé des soignants pour les remplacer par des non-médecins. Les directeurs d'hôpitaux, depuis 10 ans, ne sont plus des médecins. Okay, et donc du coup, leurs représentants, effectivement, leur lobby, leur représentant auprès des pouvoirs publics, n'est pas non plus médecin. Hein, Monsieur Valtou n'est pas médecin. Et quand je discute avec beaucoup de médecins, ils ont beaucoup de choses à critiquer sur la Fédération hospitalière de France, parce que c'est une fédération qui ne représente pas le personnel soignant, mais qui représente les directeurs d'hôpitaux. Et encore une fois, entre le personnel soignant et les directeurs d'hôpitaux, les objectifs sont bien différents. Les soignants, leur priorité, c'est la vie des patients et faire en sorte que les malades ne soient plus malades. Les directeurs d'hôpitaux, leur priorité, c'est de réduire les budgets et de remplir des tableaux Excel toute la journée. Donc vous voyez bien qu'on est à la limite de l'exercice. Et l'hôpital de Fontainebleau, malheureusement, quand il a été décidé, c'est pareil, c'est moins de lits en soins durs et plus d'ambulatoires. Donc là-dessus, c'est une logique qu'il va falloir rééquilibrer. On arrive quasiment à la fin du chantier, donc ça va être un peu compliqué, mais on a encore une petite possibilité pour le faire. Alors, j'ai fait une digression et du coup, je suis perdu. Brigitte, est-ce que Geneviève Machery a donné des consignes de vote? Les personnes ayant voté pour elle au premier tour voteront-elles pour vous? J'espère bien, Brigitte. J'espère bien. Aujourd'hui, Geneviève Machery a d'abord dit qu'elle se retirait. Vous savez, avec Geneviève, on avait bien travaillé, hein, on avait bien avancé sur l'idée d'une fusion. Et je sais que sa démarche de retrait, elle n'est pas motivée par le fait qu'on ne s'entende pas. Sa démarche de retrait, elle est motivée par le fait qu'elle trouve pas normal de tenir des élections pendant un état d'urgence sanitaire. Et là-dessus, je peux que la rejoindre. Après, effectivement, on ne partage pas forcément la même solution. Elle a souhaité se retirer. Moi, je souhaite effectivement aussi être le porte-voix des 52% de Bellefontaine qui n'ont pas voté pour M. Valtou et qui veulent aussi un autre avenir pour Fontainebleau.
L'avenir, c'est déjà le programme que nous, on avait présenté le 15 mars dernier, mais qu'on va enrichir, comme je vous le disais, avec des propositions venant de toutes les alternatives, d'Isabelle Olzinski, de Roselyne Sarkissian ou de Geneviève Machery, pardon, avec qui on a beaucoup travaillé dans les semaines et les mois à venir. Alors, Sébastien qui nous parle de la place de la République et du skatepark. Oui, bah alors la question du skatepark, déjà je voudrais qu'on construise un vrai skatepark à Fontainebleau. Vous vous souvenez de l'échec du skatepark qui a été créé en 2006 ou en 2007 par Monsieur Valtou, qui se situe derrière les cinémas de la Halle de Villars. Vous pouvez y aller, hein, les infrastructures sont toujours là, mais en fait elles sont plus du tout utilisées et elles sont laissées à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'effectivement ce skatepark il n'a pas été construit avec les jeunes, pour les jeunes et selon ce qu'ils demandaient. Il a été construit voilà, derrière un bureau sans regarder ce qu'il fallait. Donc ce que je veux, c'est qu'on construise un skatepark au stade de la Faisanderie et qu'on surtout on y travaille avec les 2 magasins qui font du skate aujourd'hui à Fontainebleau, qui ont beaucoup d'idées, et puis avec les jeunes aussi, parce que si les jeunes utilisent ce skatepark, du coup ils utiliseront beaucoup moins la place de la République comme terrain de récréation. Alors, Yann qui nous dit il assure. Merci Yann, c'est gentil, je sais pas que c'était pour nous. Vers Paris, ne me souviens pas si c'est le carrefour de la Libération. Oui, c'est le carrefour de la Libération, mais du coup, je propose Béatrice qu'on on en discute tous les deux et j'y répondrai la semaine prochaine quand j'aurai mieux compris ce que tu veux dire. Alors. Thérèse, c'est vrai que tu as raison, merci Thérèse. Et merci aussi d'avoir fait partie de ces couturières bénévoles qui se sont mobilisées pendant le confinement. C'était hyper précieux. Encore un grand merci d'avoir agi à votre niveau. Alors, Laurence, c'est agréable d'avoir une réponse claire et sans hésitation aux questions qui sont posées. Non, j'ai pas d'hésitation, mais j'ai un peu la langue pâteuse. Donc du coup, Nathalie qui nous remercie sur les informations concernant la Fédération hospitalière de France. Nathalie, là-dessus, tout est consultable sur Internet, hein. J'ai vu un article du Monde aujourd'hui qui expliquait d'ailleurs très bien ça. C'était un neurologue hein, qui disait qu'aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux ne représentent pas le personnel soignant et effectivement ne sont pas soumis aux mêmes objectifs. Encore une fois, dans un cas, c'est sauver la vie des patients. Dans l'autre cas, c'est effectivement faire des économies à tout prix. Donc là-dessus, c'est vraiment pas les mêmes objectifs et les médecins aujourd'hui se sentent très mal représentés dans ce qu'on appelle le Ségur de la santé, donc qui est un peu l'équivalent du Grenelle entre guillemets pour refonder l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de fédérations, type la Fédération hospitalière de France et tout un tas d'autres lobbies qui en fait ne représentent pas les soignants en eux-mêmes, mais représentent d'autres intérêts. Alors, Marie-Thérèse qui nous dit les prochaines étapes de la campagne, comment envisagez-vous de garder le lien tout en respectant les consignes de distanciation? Alors, je parcours plusieurs questions à la fois. Remettrez-vous en place des repas des aînés, sachant que cette crise sanitaire peut se prolonger dans la durée? Si on ne change pas cette fédération, l'hôpital est mort. Alors, oulala, il y a plein de questions. Alors, attendez, je suis très en retard sur les questions. Ah, salut Sylvie. Sylvie qui vient de nous rejoindre, c'est la propriétaire du manège de la place Napoléon Bonaparte. Sylvie, on espère te revoir très bientôt, hein, et je tiens à te dire que dans les mesures d'accompagnement au commerce que nous on envisage de mettre en place, l'exonération des droits d'occupation du domaine public du manège pour toute l'année 2020, ça en fait partie parce que le manège c'est aussi ce qui fait venir beaucoup de personnes à Fontainebleau et ce qui ravit les enfants dès qu'ils n'ont pas école. Alors on a José qui participe. Bonjour José est colistier de Monsieur Valtou, donc José, bienvenue. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à titre personnel. Et José, je t'invite à changer ton vote le 28 juin prochain. N'hésite pas si tu veux en parler directement. Je vais pas. Attendez, je vais en prendre encore quelques questions parce qu'on avait dit 1 heure. Je vais répondre à la question comment ça va se poursuivre la campagne dans les semaines à venir. Déjà, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous jeudi prochain à la même heure, à 18h30, pour qu'on refasse un nouveau live. Ça signifie que toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu là, parce qu'il y en avait beaucoup, j'ai pas le temps d'y répondre à toutes, la semaine prochaine, j'y répondrai en priorité. Donc si j'ai pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à me l'envoyer par message privé pour que je puisse y répondre en priorité la semaine prochaine.
Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est probablement qu'on va essayer d'éditer des documents, papier, j'espère, ou en tout cas à minima numérique, qu'on enverra à toutes les personnes dont on a l'adresse mail. Donc encore une fois, si vous ne recevez pas aujourd'hui nos lettres d'information, n'hésitez pas à nous le signaler, à nous envoyer votre mail directement à l'adresse lesbellifontainaucoeur@gmail.com pour qu'on puisse vous contacter et qu'on puisse effectivement vous informer régulièrement des actions de campagne. Et puis vous-même, hein, si vous avez des idées d'actions qui respectent à la fois les gestes protecteurs mais qui nous permettent aussi de nous exprimer, dites-le nous. On est preneur de toutes les idées, de toutes les bonnes volontés. Donc là-dessus, on a besoin de votre aide. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas changer, dit José, mais si, on peut toujours changer, mon petit José. Là-dessus, il faut pas être timide. Faut pas être timide. Allez, on en reparlera. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. On en refera un évidemment la semaine prochaine. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on reste en contact et que la semaine prochaine, on en fasse un nouveau. Merci à tous et puis comme je l'ai dit, comme je ne l'ai pas dit en introduction, mais je le dirai en conclusion, haut les cœurs.